Bonjour à tous, donc je vais ouvrir le feu. Donc on s'est réparti un petit peu les tâches. Donc je vais vous faire en quelques minutes un petit exposé d'introduction pour un petit peu mettre l'arrêt cardiaque dans son contexte et peut-être répondre à quelques questions que M. Lobel a déjà proposées, mais on aura beaucoup de temps pour la discussion après, je l'espère. Et puis après, je donnerai la parole aux vrais acteurs, parce que finalement, le cardiologue, il est peut-être en amont, il est souvent après. Et les vrais acteurs confrontés à l'arrêt cardiaque, ce sont nos collègues et amis des services de réanimation, du SAMU, des pompiers, donc tous ceux qui sont réellement sur le terrain. Et c'est pour ça que l'enjeu, et c'est pour ça qu'on est tous ensemble aujourd'hui. Donc l'arrêt cardiaque, prévenir et agir, c'est déjà pour répondre à la question de M. Lebel. Effectivement, il y a de la prévention potentielle. Et puis malheureusement, quand on est confronté à un arrêt cardiaque, il faut savoir passer à l'action. Alors, on ne va pas rentrer dans l'électrocardiogramme de façon détail, mais souvent, l'arrêt cardiaque, ce n'est pas un cœur qui s'arrête sur le plan électrique, c'est au contraire un cœur qui va beaucoup trop vite sur le plan électrique, ce qu'on appelle une fibrillation. Vous avez ici un cœur normal avec les battements. Chaque pointe, entre guillemets, correspond à un battement du cœur. Et bien, de temps en temps, quand le cœur s'arrête, c'est vraiment il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et ça, souvent, ce n'est pas bon signe. Ce sont les cœurs agoniques pour lesquels, malheureusement, malgré tous vos efforts, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Par contre, les cœurs qui s'arrêtent, entre guillemets, mécaniquement, ce sont ces cœurs-là qui vont nous intéresser. C'est-à-dire qu'électriquement, il y a toujours une activité, donc les cellules cardiaques ne sont pas mortes, elles fibrillent, c'est ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire. Donc une action qui est complètement discoordonnée des cellules cardiaques. Et il faut bien comprendre que pour qu'un cœur se contracte, donc le but du cœur, c'est quoi ? À quoi ça sert le cœur, au fait ? Tiens, on ne l'a pas dit ça. Ça sert à quoi un cœur ? À quoi ça sert un cœur ? Un cœur, ça sert, c'est une pompe tout bêtement, et ça sert à apporter de l'oxygène au tissu. Et puis un peu d'autre, un peu de sucre, etc. Mais essentiellement de l'oxygène au tissu. Donc le cœur, c'est la pompe qui va apporter l'oxygène aux différents tissus. Et puis cet oxygène, il est échangé au niveau des poumons entre l'oxygène et le gaz carbonique. Donc le but du cœur, c'est de se contracter. C'est tout bêtement une pompe. D'accord ? Et bien quand le cœur fibrille comme ça, chaque cellule fonctionne individuellement. Mais pour avoir une force de contraction, il faut que toutes les cellules se contractent en même temps. C'est comme si vous voulez pousser une voiture qui est en panne dans une côte. Si vous êtes 6 à pousser la voiture, que vous poussez chacun votre tour, la voiture ne va pas bouger. Si vous poussez tous les 6 en même temps, vous allez dégager la voiture et lui faire monter la côte. Et bien le cœur, c'est pareil. Si chaque cellule se contracte en même temps que sa copine et sa voisine, c'est la force de contraction de toutes ces cellules qui va faire que la pompe marche. Et si toutes ces cellules se mettent à vivre leur vie de façon indépendante, elles vivent leur vie, elles ne sont pas mortes, mais il n'y a plus d'activité cardiaque. Et vous comprenez bien que là, on a un temps pour agir. C'est-à-dire que si on est capable de mettre le cœur de nouveau de façon synchrone, les cellules cardiaques n'étant pas mortes, le cœur va retrouver une fonction, quelquefois pas totalement normale, mais plus ou moins altérée. Donc il y a un enjeu important à agir, et cet enjeu, il faut agir relativement tôt. Donc ça, c'est l'élément important, et on verra tout à l'heure toute la place du défibrillateur, automatique ou pas automatique, pour justement casser cette fibrillation et refaire partir le cœur sur un rythme normal. Tout l'enjeu est là et il faut agir assez vite. Donc les enjeux de l'arrêt cardiaque, c'est d'éviter que ça se termine mal, parce que si on ne fait rien, l'avenir de l'arrêt cardiaque, c'est la mort subite. Si possible, si on arrive à intervenir, c'est de limiter les séquelles neurologiques et cardiaques. Et neurologique, bien sûr, c'est l'enjeu majeur, parce que le cerveau est très sensible. Et c'est vraiment une course contre la montre. Chaque minute compte. Donc je vous ai mis des chiffres un peu bruts pour que ça reste dans votre mémoire. J'ai mis le chiffre 3. 3 minutes pour sauver le cerveau. Donc on peut attendre un peu, ça dépend si on est plus ou moins jeune. Mais au-delà de 3 minutes, on peut déjà s'exposer à des séquelles. Donc en gros, 3 minutes pour sauver le cerveau et 3 heures pour sauver le myocarde. C'est-à-dire que si vous laissez ce myocarde fibriller trop longtemps, au bout de 3 heures, ça risque de moins bien se passer. Donc les délais sont courts. 3 minutes pour le cerveau, 3 heures pour le myocarde, et donc il faut agir vite. C'est vraiment un enjeu important. Alors parce que cette mort subite, c'est quoi ? Il y a la définition, c'est une mort inattendue. Donc en gros, on a 1 heure avec les premiers symptômes, mais c'est déjà trop long, et c'est pourquoi aujourd'hui on parle plutôt de mort instantanée ou de mort rapide. Il y a vraiment la notion de temps. Le temps est l'élément clé, et vous voyez bien donc qu'il faut que chacun puisse intervenir. Alors est-ce que c'est fréquent ? Bien, c'est pas si rare que ça, parce que vous voyez qu'en termes d'incidents dans les différents pays, vous voyez que sur une incidence annuelle, en Europe de l'Ouest, on est à peu près à 400 000 arrêts cardiaques ou morts subites. Et vous voyez que le taux de survie est pas très bon. On est à moins de 5%. Alors, est-ce qu'en France, on est meilleur ? Vous espérez que non. Donc, on a peu de données en France. On n'est pas très fort en France pour l'épidémiologie.
Et on n'a même pas de données nationales précises sur la mort subite et sur l'arrêt cardiaque. Et donc là, ce que je vous ai proposé, c'est une extrapolation d'un cardiologue, Xavier Jouven, qui travaille à l'HEGP à Paris, qui, à partir d'une bonne étude sur l'Île-de-France, parce que c'est une équipe qui conduit beaucoup de travaux épidémiologiques en Île-de-France, vous voyez qu'on arrive à peu près en France à 36 000 arrêts cardiaques, 36 000 arrêts cardiaques, dont à peu près 22 000 vont donner lieu à une réanimation, et malheureusement avec des taux de survie sans séquelles qui ne restent pas meilleurs que dans les autres pays autour du monde. Donc on n'est pas meilleur que les autres, et pourtant, on a des structures de soins qui sont extrêmement développées au travers du SAMU, au travers des pompiers. Parce qu'aujourd'hui, comme toujours, et je pense qu'ils vont insister dessus, c'est le problème du premier appel. C'est le problème du témoin et de la bonne action du témoin. Ça, c'est l'enjeu principal. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la boucle, ils sont très bons. Mais faut-il encore qu'ils soient rapidement dans la boucle? Et c'est tout l'enjeu qui est là, et c'est ça qui va vous concerner les uns et les autres au quotidien. Et si vous regardez les causes majeures, eh bien, vous voyez que chez les sujets de plus de 35 ans, c'est essentiellement les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques, et au premier rang desquelles, largement devant toutes les autres, les pathologies des artères coronaires, ce qu'on appelle les coronaropathies, donc les patients qui vont avoir de l'angine de poitrine, qui vont avoir fait un infarctus, donc tout ce qui tourne autour de l'athérome, de l'athérosclérose. Donc c'est un enjeu majeur. Et vous allez voir qu'en termes de prévention, on pourra agir. Donc il y a cet enjeu sur ces cardiopathies. Et puis il y a un petit groupe qui est beaucoup plus rare chez les plus de 35 ans, mais qui redevient beaucoup plus fréquent avant 35 ans. Ce sont toutes les maladies électriques cardiaques. Donc ce sont des cœurs qui fonctionnent bien, qui se contractent bien, mais qui malheureusement vont pouvoir se dérégler sur le plan électrique et passer en fibrillation. Et ça, dans la grande majorité des cas, ce sont souvent des maladies purement électriques du cœur et qui s'intègrent très souvent dans des pathologies familiales et génétiques. Et c'est ces pathologies-là sur lesquelles il ne faut pas passer à côté. Alors, avant 35 ans, on peut aussi avoir des maladies cardiaques, notamment les cardiopathies hypertrophiques, qui sont aussi souvent des maladies familiales. Donc, si on veut faire une grande part entre ces deux types d'accidents, d'arrêt cardiaque, après 35 ans, c'est beaucoup la pathologie coronaire. Et donc, ça va être toute la prévention des facteurs de risque, tout le dépistage, toute la prise en charge de ces cardiopathies une fois qu'elles sont connues. Et avant 35 ans, ça va être beaucoup les maladies génétiques, les maladies familiales, qu'elles soient morphologiques comme les cardiopathies hypertrophiques ou qu'elles soient purement électriques. Donc, deux enjeux qui sont indifférents, mais dans les deux cas, on pourra avoir des signes d'appel qui permettront éventuellement de mieux cibler les patients à risque. Donc ici, je vous ai juste mis un exemple de ce qui tue le plus, qui est de la pathologie coronaire. Donc ici, c'est une radiographie d'une artère coronaire droite chez un patient qui avait une coronapathie. Et vous voyez ici, le coupable, il est là où il y a la petite flèche. C'est le caillot. C'est ce caillot qui va se former à un moment donné dans une artère coronaire. Et généralement, ce caillot, il se forme parce qu'il y a une petite plaque d'accroche qu'on appelle la plaque d'athérome. La paroi est irrégulière. C'est du cholestérol, bien souvent, dans cette plaque. Et c'est ça qui va faire le thrombus. Donc là, ça va, le thrombus, le caillot, il n'est pas encore totalement occlusif, ça passe encore. Mais il suffit que ce caillot il grossisse un tout petit peu, et là, brutalement, il n'y aura plus du tout de circulation dans cette artère coronaire. Le cœur va souffrir, il n'y aura plus d'oxygène, et le cœur qui souffre va pouvoir fibriller. Cause numéro 1 aujourd'hui de l'arrêt cardiaque. Et c'est un enjeu important parce que si cette artère coronaire, on est capable d'aller la déboucher rapidement, et là on retrouve mes fameuses 3 heures de tout à l'heure, on pourra sauver le myocarde qui est derrière. Donc non seulement en agissant vite, on va éviter que l'arrêt cardiaque ne se transforme en mort subite, mais on va aussi agir rapidement pour pouvoir sauver un maximum de myocarde. Et donc l'enjeu est aussi important sur la prise en charge ultérieure. Et ça, on a déjà eu des exposés avec vous sur la pathologie coronaire. Donc on parlait de prévention. Eh bien, la prévention numéro 1, c'est de prévenir les pathologies cardiovasculaires au sens large, et notamment la correction de tous les facteurs de risque. Alors, le premier coupable, c'est le tabac, bien sûr. Il n'y a personne qui fume dans cette salle, j'en suis convaincu. Le premier coupable, c'est le tabac. Donc, il faut savoir arrêter de fumer, s'encadrer. Il y a vraiment aujourd'hui des équipes qui peuvent accompagner l'arrêt du tabac. Le traitement de l'hypertension artérielle, le traitement du cholestérol. Donc, il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi le régime. Mais finalement, les statines, voilà, excusez-moi. Les statines, ce n'est pas si mauvais que ça, malgré tout ce qu'on a pu dire. Donc, il ne faut pas mettre les statines à la poubelle. Et puis, il y a le diabète, et puis, il y a la sédentarité, donc tous les facteurs de risque habituels. Il faut aussi identifier les patients qui sont à risque et mettre à ce moment-là une stratégie adaptée. Alors, c'est qui les patients à risque? C'est les patients qui ont déjà fait un infarctus, c'est les patients qui ont déjà une maladie cardiaque.
Donc il faut leur donner le traitement adapté. Et ces traitements peuvent être quelquefois agressifs, mais c'est aussi identifier éventuellement des symptômes. Un patient qui se plaint de rien et qui du jour au lendemain commence à avoir des douleurs d'angine de poitrine, donc ces fameuses douleurs qui serrent dans la poitrine, c'est un signe d'alerte, parce qu'on peut avoir une douleur, 2 douleurs, 3 douleurs, et puis la suivante, ce sera l'arrêt cardiaque. Donc il faut savoir consulter rapidement si on a des signes de ce type-là qui arrivent. La survenue d'une syncope inexpliquée. Quelqu'un qui n'a jamais fait de syncope dans sa vie. Alors il y a ceux qui ont fait 10 syncopes à chaque fois qu'on leur fait une prise de sang, à chaque fois qu'ils ont une émotion, à chaque fois qu'ils se font mal. Ça, c'est les fameuses syncopes vagales réflexes, ils ne sont pas graves. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de syncope et qui un jour, en marchant dans la rue, se retrouve brutalement par terre, se relève et se dit « mais qu'est-ce qui m'est arrivé parce que j'ai une bosse ou j'ai cassé mes lunettes ?» C'est pas normal. Donc ça, c'est un premier signe d'alerte. N'attendons pas la 2e, la 3e ou la 5e syncope qui pourra éventuellement être la dernière. Donc il y a des signes comme ça qui doivent être des signes prémonitoires et qui doivent vous inciter à consulter un cardiologue ou au moins votre médecin généraliste pour avoir une stratégie adaptée. Donc ça, c'est important. Soit vous êtes identifié comme étant potentiellement à risque et la communauté médicale va tout faire pour éviter ce risque, soit vous étiez jusqu'à présent pas identifié comme étant un patient à risque, et si vous avez ce premier symptôme, eh bien, il faudra savoir le mettre en œuvre. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il n'y a pas que M. Lebel qui va raconter des histoires. On a reçu l'année dernière dans le service un monsieur qui était au Marathon des Sables, qui est parti faire le Marathon des Sables. Je ne sais pas ce que vous imaginez, ce que c'est que faire le Marathon des Sables. Eh bien, il est parti faire le Marathon des Sables alors qu'il avait des douleurs dans la poitrine à l'effort, avec un bon copain qui lui dit bah, « T'empiète pas, quand tu as mal, je vais te donner un peu de trinitrine. » La trinitrine, c'est ce fameux médicament qu'on met sous la langue quand on a des douleurs d'angine de poitrine. Il est parti faire le Marathon des Sables avec de la trinitrine dans la poche. Le 2e jour, il a une douleur, il a fait un peu de trinitrine, ça s'est bien passé. Le 3e jour, il a fait une 2e douleur, mais là, ça s'est mal passé, il a fait un arrêt cardiaque. Heureusement, il y avait des cardiologues dans l'envirage, il a été récupéré, il a été retransféré à Rennes, il est aujourd'hui vivant sans séquelles. Et vous imaginez comment on peut être aussi naïf, il n'y a pas d'autre terme, que d'aller faire le Marathon des Sables en ayant des douleurs d'angine de poitrine et avec de la trinitrine dans sa poche. Comment on peut être aussi naïf? Donc c'est vraiment un manque d'information, un manque de lucidité. Je pense que c'est peut-être aussi un défi d'aller faire ce Marathon des Sables. Donc en termes de prévention, bien, on n'est pas démuni. Une fois que le diagnostic est fait, mais encore faut-il le faire. On sait par exemple aujourd'hui que chez les patients qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, on sait identifier les patients qui sont à risque. Et ça, c'est une étude qui a été faite il y a déjà quelques années. Et le traitement qu'on peut proposer chez ces patients-là, c'est le défibrillateur automatique. Donc les patients qui sont considérés comme potentiellement à risque de faire une mort subite, ben, plutôt que d'attendre l'arrivée des pompiers ou du SAMU, on peut mettre un appareil qui fera le boulot de façon automatique. Mais on ne peut pas le mettre à tout le monde. On ne peut pas le mettre à tout le monde parce que ce sont quand même des traitements agressifs. Et si on le mettait à tout le monde, on aurait plus d'ennuis avec les appareils que de bénéfices à tirer. Donc on est toujours dans une stratégie de bénéfice-risque. Donc on le propose aux patients qui sont clairement identifiés. Mais nos stratégies d'évaluation du risque, elles ne sont jamais bonnes à 100%. Donc on va mettre beaucoup d'appareils pour rien. Et puis de temps en temps, il y a des patients à qui on n'aura pas proposé l'appareil et puis qui finalement feront l'arrêt. Et ceux-là, ils devront être pris en charge par les pompiers et les SAMU. Alors l'autre volet, c'est les plus jeunes. Les plus jeunes, les moins de 35 ans. Alors les plus jeunes, c'est moins de 35 ans. Et vous voyez que si vous prenez les patients de 35 ans, alors il y a encore un peu de coronaire, parce que dans les moins de 35 ans, il y a quand même des gros fumeurs. Donc les gros fumeurs, ils peuvent faire un infarctus. Mais vous voyez que le gros du camembert ici, eh bien, ce sont les maladies rythmiques génétiques. Et donc cela, il faut s'y intéresser. Et dans ce groupe-là, l'élément clé, eh bien, c'est l'histoire familiale. C'est l'histoire familiale. Quand vous avez plusieurs morts subites chez des sujets jeunes dans une famille, ce n'est pas anodin, ce n'est pas normal. Avec un petit problème en France, c'est quand il y a un jeune qui fait une mort subite en France, qu'est-ce qu'il fait? C'est toujours la même chose qu'on donne comme diagnostic. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne dit jamais qu'il a fait une fibrillation ventriculaire. Qu'est-ce qu'on dit qu'il a fait? Alors, je suis sûr que vous savez. Les jeunes qui sont morts autour de vous sans raison, ils ont tous fait une rupture d'anévrisme. La rupture d'anévrisme, c'est jamais ça. C'est jamais ça. Dans toutes les séries d'autopsies, c'est jamais ça. Donc la rupture d'anévrisme, surtout pas ça. Surtout pas ça. La mort subite, ce n'est pas la rupture d'anévrisme. La mort subite, c'est le cœur qui s'arrête, c'est la fibrillation ventriculaire. Et c'est ces pathologies-là qu'il faudra chercher, et ces pathologies notamment génétiques. Alors sur la génétique, on est plus ou moins bon, mais finalement, ça peut nous aider. Encore faut-il qu'après, on soit capable de savoir quoi faire quand on a fait le diagnostic. Donc c'est tout un autre volet qui est extrêmement important. Et je pense que je vous ai déjà montré cette diapositive, c'est pour vous montrer un peu comme on n'est pas très bon en France. Vous voyez? Donc ça, c'est l'arbre généalogique d'une famille. J'ai vu arriver la maman d'un de ses enfants.
parce qu'elle était comme un peu étonnée que son fils était décédé subitement à 18 ans, que son mari était décédé subitement à 35 ans, et puis elle avait un autre fils, et m'a dit, mais mon fils, là, c'est Nodin, etc. Et puis en reprenant l'histoire de la famille, il y avait 11 morts subites chez des sujets jeunes. 11 morts subites. Ça n'avait inquiété personne, ça n'avait pas inquiété la famille, ça n'avait pas inquiété les docteurs. On a tous été mauvais, tous été mauvais. Hein. Et on a fini par trouver une pathologie génétique dans cette famille, et du coup on a pu mettre en place une stratégie de prévention. C'est pas toujours simple de mettre en place une stratégie de prévention dans cette famille, mais c'est quand même des arbres généalogiques qui font peur. Donc si dans vos entourages, vous avez des patients, un ou deux patients chez des cousins, des oncles qui sont morts avant 35 ans sans raison, alors si c'était des gros fumeurs, 4 paquets de cigarettes par jour, c'est différent. Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter et faire passer le message. C'est extrêmement important. Donc il faut savoir en parler, même si ce n'est pas facile. C'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder, hein, parce que c'est souvent quand il y a des morts subites dans une famille, on a tendance un peu à mettre ça au fond de sa poche avec un mouchoir par-dessus, parce que c'est toujours difficile à vivre. Mais il faut vraiment ne pas passer à côté. Donc vraiment dépister les sujets à risque, c'est important. Mais ce n'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple. Parce qu'à l'échelon d'une famille ou d'un individu, on y arrive. À l'échelon d'une large population, c'est pas simple. C'est pas simple parce que finalement, quand même, c'est pas tout le monde qui va faire une mort subite. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Et se tromper, c'est les faux positifs. C'est identifier, considérer un patient à risque qui n'est pas à risque. Parce que du coup, on va se lancer dans des stratégies compliquées pour aucun bénéfice. Donc ça, c'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de cibler les bonnes populations. Les patients qui ont déjà fait un infarctus, les patients qui ont des histoires de mort subite. Parce que sans oublier que le premier événement peut être fatal. Quelquefois, on n'a pas le temps de se retourner. Et c'est intéressant de faire du dépistage, sous réserve qu'on puisse proposer une stratégie d'intervention qui soit réalisable, qui soit réaliste. Ce n'est pas de vous dire, ah ben, vous êtes à risque de mort subite, monsieur, mais je ne sais pas quoi faire pour vous. Et ça peut être ça, la réponse. Ça, ce n'est pas très satisfaisant, parce qu'on va générer une angoisse et on n'a rien à proposer. D'accord ? Donc vous voyez que ce n'est pas simple, la prévention et le dépistage, si on n'a rien à proposer. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, pas simple la prévention, pas simple. Et la preuve, c'est que ce n'est pas simple, c'est si vous regardez ces chiffres sans regarder dans les détails, si vous regardez dans les populations considérées comme à risque, eh bien, les populations à haut risque d'événements cardiaques, eh bien, vous voyez, elles ne sont pas très nombreuses, avec un taux d'événement, finalement, qui n'est pas nul, parce que ces populations, elles ont un risque d'événement qui est de l'ordre de 20%. Mais rapporté à l'ensemble d'une population, ça ne fait pas beaucoup d'événements. Alors que si vous prenez l'ensemble des sujets à faible risque, comme ils sont beaucoup plus nombreux, et bien finalement, à l'arrivée, vous aurez plus de morts. Donc, vous voyez, on va se focaliser sur des petits groupes de patients considérés comme très à risque. Or, tant mieux pour eux, parce que ces patients-là, on va leur rendre service. Mais à côté de ça, on va laisser au bord de la route beaucoup de patients considérés comme à faible risque et qui, finalement, feront un événement cardiaque grave. Et c'est toutes ces stratégies sur lesquelles il faut qu'on progresse aujourd'hui pour bien proposer à un individu donné la prévention, je dirais, à laquelle il a le droit. Et on est loin d'avoir fait tout le chemin. Donc, quand vous voyez qu'on n'est quand même pas très bon, il faut qu'on soit modeste, on n'est pas très bon sur la prévention, il faut bien être prêt à agir au moment de l'arrêt cardiaque. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et ça, vous est détaillé plus tard, on en a déjà parlé ici, hein, on est classiquement dans cette chaîne de survie. Et c'est vraiment une chaîne, tous les maillons sont importants. Et le premier maillon, c'est vous. Le premier maillon, c'est vous. Il ne faut jamais l'oublier, le premier maillon, c'est vous. S'il n'y a pas de premier maillon, s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas d'intervention, eh ben, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc vous êtes vraiment en première ligne. Et si on ne lance pas la dynamique, ça ne marchera pas. Donc avant de passer la parole à mes collègues, hein, l'enjeu, c'est certainement la prévention, la correction des facteurs de risque, identifier les patients à risque et proposer des stratégies personnalisées pour une bonne prévention. Il faut vraiment se mobiliser tous pour agir. Donc il faut qu'on vous informe. Il faut peut-être aussi que vous vous formiez aux gestes de premières urgences. Ça doit être une volonté politique. Ça doit être une volonté politique. Il faut bien avouer que la France n'a probablement pas été le pays le plus dynamique dans cette approche au cours des dernières années. Mais on est content de voir que la ville de Rennes se mobilise. Donc ça, c'est un enjeu important. Et c'est un parcours que tout le monde conduit ensemble déjà plusieurs années avec succès. Et personnellement, je trouve que l'approche sur les jeunes dans les écoles, c'est vraiment un élément important de s'adresser aux scolaires. Et on regrette tous que ça ne fasse pas partie de la formation standardisée. Donc un jour, on espère que ça deviendra.
Et puis, c'est vraiment un engagement citoyen. Et là, c'est vous tous qui devez être acteurs. Je vous remercie. Bonsoir. Le professeur Mabou vous a donné trois pistes importantes, les 3 minutes. Le fait que on est important, je veux dire les pompiers et le SAMU, et il a exprimé que plus important que nous, c'est vous. Que plus important que nous, c'est encore vous. Parce qu'il y a cette chaîne des secours, et dans la chaîne que le professeur Mabou a présentée, vous avez vu que le premier maillon, c'est l'alerte. Donc l'alerte au service de secours, qu'il soit SAMU ou pompier, est très importante. Or, ce que je vous propose, moi, c'est de vous faire écouter une bande sonore qu'on a simulée, parce que pour l'adresse, pour les noms, tout ça est fictif, pour que vous puissiez vous rendre compte, dans le cadre d'un arrêt cardio-respiratoire, comment ça se passe au niveau du SAMU. Alors, au niveau du SAMU, on a en première ligne les personnes qui répondent au téléphone quand vous appelez. Ce sont ce qu'on appelle des ARME. Ce sont des assistantes de régulation médicale. Et c'est elles qui sont en première ligne pour répondre au téléphone quand vous appelez le SAMU. Elles vont prendre l'appel, elles vont vous aider, elles vont diriger l'appel et elles vont finir par passer à un médecin qui, lui, va décider d'une régulation. Et dans certaines situations, l'arme peut vous aider à commencer un massage cardiaque. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'écouter. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour madame. Il faudrait venir vite chez moi. Là, il y a mon mari qui a fait un malaise. Il ne respire pas, je crois. Alors, vous êtes où, madame? Je suis à Étrelles. Et alors, il faudrait venir vite, hein, s'il vous plaît. D'accord, j'ai entendu. Donc, votre mari n'est pas bien. Et vous non, il n'est pas bien. Il tombait la pelouse. Là, il s'est effondré. Il a crié. J'ai entendu crier. Il est par terre et je crois qu'il ne respire plus, là, madame. D'accord. Donc, je vais prendre l'adresse, madame. J'ai bien entendu. Je vais envoyer des secours. Il me faut l'adresse. 27 rue des Charmilles à Étrelles. 27 rue des Charmilles. Et là, il ne bouge pas du tout. Hein. C'est une maison. C'est une maison, oui. Il est tombé la pelouse. Il a quel âge, votre mari, madame? Il a 57 ans. Il a 57 ans. Est-ce que vous pouvez aller près de lui et regarder s'il respire? Oui, j'y vais. Vous mettez votre main sur son ventre et vous regardez s'il respire. Non, il respire. Non, il respire pas du tout, là. Madame, écoutez-moi, c'est important de le savoir. Regardez bien, posez votre main de nouveau et regardez s'il respire ou pas. Ben oui, non, il respire pas, il bouge pas du tout. Il ne respire pas, d'accord. Il bouge pas du tout. Donc nous allons envoyer les secours, les pompiers et une équipe du SAMU. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que vous savez faire un massage cardiaque? J'ai jamais fait ça. Vous n'avez jamais fait de massage cardiaque? J'ai jamais fait, Est-ce que vous avez vu faire à la télévision? Oui. Est-ce que je peux essayer? D'accord, donc vous allez vous mettre à genoux près de votre mari. Oui. Vous mettez vos 2 mains sur la poitrine, entre les 2 seins. Vous mettez les 2 mains, l'une sur l'autre. Oui. Les bras tendus. Oui. Et vous appuyez fort. Oui, je fais là. Vous appuyez, vous relevez. Vous appuyez, vous remontez. Oui, déjà je fais, madame, là. Vous m'entendez? Je fais là, madame. Oui, allez-y. Et je vais compter avec vous. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Faut que j'appuie fort? Appuyez fort, madame. Il faut enfoncer la poitrine. Appuyez très fort. Et il faut faire le bouche à bouche ou pas? Non, madame, on ne fait pas de bouche à bouche. Concentrez-vous sur le massage cardiaque. Je fais avec vous. Allez-y. Et est-ce que ils sont pas arrivés bientôt? Les pompiers sont partis avec le SAMU, madame. Il y a un docteur qui va arriver également. Il respire pas, hein? Non, il respire pas, d'accord. Alors appuyez, madame. Continuez d'appuyer. Et 1, et 2, et 3, et 4. Allez-y. Vous enfoncez, vous relevez. Toujours les bras bien tendus. Oui. Et vous continuez. Oui. Allez-y. Essayez de compter si vous voulez pour le faire. Oui. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15. Et on continue. Appuyez fort. On appuie, on remonte.
Il se passe toujours rien? Rien, rien. Non, rien. Il est tout blanc. Il est tout blanc, d'accord. Alors continuez, madame. Vous êtes toute seule chez vous? Il n'y a personne avec vous? Oui, 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 je suis toute seule. Il n'y a personne, d'accord. Donc tout le monde va arriver, les secours vont arriver, je reste avec vous. D'accord. Allez-y, continuez. Oui. Vous appuyez bien fort, il faut bien enfoncer Oui. la poitrine. Ça fait mal aux mains. Ça fait mal aux mains, ouais, mais vous Oui. pouvez continuer. D'accord. C'est important ce que vous faites. C'est bien. Je reste avec vous, allez-y. Oui. Parce qu'il avait rien. Il est pas malade. D'accord, il n'avait rien du tout, il était en train de tondre la pelouse. Oui. D'accord, il faisait un effort quand même. Oui. Il n'a aucun problème de santé. Juste de l'attention. Juste de l'attention, d'accord. Allez-y, vous continuez. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. J'entends les pompiers là. Les pompiers arrivent, d'accord. Bon, vous me dites, lorsqu'ils sont arrivés, vous continuez jusqu'à temps qu'ils prennent le relais. Vous ne relâchez pas. Non. D'accord? Ça y est. Bonjour monsieur. Ça y est, les pompiers sont arrivés, je vous laisse. raccroche, madame. Oui, d'accord, je vous laisse avec eux. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Donc Maria est dans la salle, c'est elle qui a simulé l'appel avec Joël Bedel, donc Maria qui est là. Je pense qu'on aura beaucoup de questions tout à l'heure. Vous avez vu que le lien, que le premier maillon, c'est la personne qui appelle, que le deuxième maillon, c'est la personne qui va commencer rapidement des compressions thoraciques, et le professeur Mabou a insisté sur les 3 minutes. Donc c'est important, et très important, et en France on est en retard, d'apprendre les gestes qui sauvent. Et là, je tire chapeau à la ville de Rennes qui, chaque année, fait un travail important par rapport aux jeunes et par rapport aux moins jeunes pour que les gens apprennent les gestes qui sauvent, que vous puissiez les conseiller. Là, vous avez vu que Maria a créé une image en demandant à la personne est-ce que vous avez vu à la télé. Et puis, il y a ce maillon qui vient en 3e, qui sont nos amis les pompiers, qui arrivent avec du matériel, un défibrillateur et du matériel, pour commencer à sauver, et vient derrière le SAMU et puis les cardiologues. Le premier maillon, c'est encore vous. Si vous n'apprenez pas les gestes qui sauvent, si vous ne faites pas l'alerte, le maillon qui viennent après, les maillons de la chaîne qui viennent après, ne peuvent pas être efficaces. Et là, comme les pompiers sont arrivés sur les lieux, je leur passe la parole. Donc les pompiers arrivent. Je suis le médecin-chef des sapeurs-pompiers. Alors je n'interviens plus moi-même, ce sont mes équipes qui interviennent. Mais j'ai quelques souvenirs quand même d'intervention. Et donc je reprendrai la première diapositive qui est la chaîne de survie. Alors ce qu'a dit le professeur Mabot, c'est très important. C'est-à-dire que quand nous arrivons, c'est que déjà c'est presque trop tard, puisque toute la partie prévention n'a pas pu éviter l'arrêt cardiaque. Et donc il faut se dire que c'est extrêmement grave quand on est face à un arrêt cardiaque. La médecine fait des miracles, le secourisme aussi, mais c'est quand même très, 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 très sérieux. Donc ce qui est important dans une chaîne, une chaîne est forte, mais elle n'a que la force du maillon faible. Donc ce qui est très important, et je répète ce qu'a dit le professeur Mabot, c'est une alerte immédiate. Donc c'est le cercle orangé, une réanimation RCPS, une réanimation cardio-pulmonaire. En fait, on va dire c'est un massage précoce, pour faire simple, suivi d'un cercle rouge qui est la défibrillation précoce. Et puis on arrive finalement, le cercle violet, c'est les soins spécialisés. Ça peut être l'équipe du SAMU ou les cardiologues ou les urgentistes de l'hôpital. Nous, les sapeurs-pompiers, qu'est-ce que nous faisons ? Souvent, nous arrivons dans cette chaîne au niveau du cercle rouge. Parfois, non, au niveau du cercle rouge. Ça veut dire que vous, les premiers témoins, vous avez à faire l'alerte et à faire le massage précoce. Quand nous arrivons, si vous n'avez pas réalisé les 2 premières actions, on peut presque dire que notre action à nous, sapeurs-pompiers ou secouristes, est vaine. Donc, bien faire les 2 premières actions. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de démystifier un petit peu ce qu'est la défibrillation. Ce n'est pas un geste anodin. Longtemps, il a été réservé aux seuls médecins. C'est quand même un geste qui ramène à la vie.
et donc avec toute la connotation, je dirais, de miracles. C'est des petits miracles, et quand on ramène quelqu'un à la vie, c'est pas un geste anodin, mais on va quand même essayer de le démystifier. C'est pas très compliqué d'utiliser un défibrillateur. Alors les défibrillateurs, on commence à en trouver un petit peu partout en France. Donc ils sont distribués plutôt. Alors donc déjà pour les reconnaître, c'est une signalétique internationale avec le carré vert, un cœur et un éclair qui traverse ce cœur. Et dessous il y a marqué DEA. DEA, c'est défibrillation externe automatisée. Donc automatisé, ça veut dire que vous allez avoir un minimum de choses à faire. Ces dispositifs sont placés essentiellement soit dans les lieux où il y a énormément de monde qui passe, les gares, les aéroports, les galeries marchandes, ou alors dans des lieux où l'accessibilité est difficile, c'est-à-dire il faudrait en mettre dans toutes les communes où le SMUR ou la caserne de pompiers la plus proche est éloignée. Il y a des zones en France où on est à plus de 30 minutes de secours ou de soins d'urgence. Et donc je pense que dans ces lieux-là, c'est très intéressant de positionner les défibrillateurs. Ça peut après aussi être dans les salles de sport, puisque une activité sportive peut permettre, notamment sur une population jeune qui est prédisposée génétiquement à faire des troubles du rythme. Donc on en trouve aussi dans les salles de sport. Donc je pense que si vous avez l'œil, vous devez en voir un petit peu partout, déjà autour de vous. Donc la signalétique nous précise que, si elle est bien faite, que toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Donc c'est vraiment fait pour vous, c'est pas fait pour... c'est tout un chacun est appelé à utiliser cet appareil. Alors ça paraît simple, mais il faut passer à l'acte, c'est-à-dire c'est simple, mais très peu de personnes le font. Juste une petite image, les emplacements sur l'agglomération rennaise des défibrillateurs automatiques sur l'agglomération. Donc vous voyez, il commence à y en avoir un petit peu partout, mais il n'y en a pas partout quand même, hein. Donc il est fort probable que si un jour vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, il n'y aura pas forcément un appareil à disposition. Mais ayez l'œil et puis repérez-les à l'avance. C'est important de savoir où ils sont, puisqu'on a très peu de temps pour agir. Si vous mettez un quart d'heure pour le trouver, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux appeler les secours. Et les secours viendront, eux, avec un appareil. J'ai mis cette diapositive pour rappeler que chaque minute compte. Quand on est dans un arrêt cardiaque, finalement, le cœur, il souffre, mais celui qui souffre en premier, l'organe qui souffre en premier, c'est le cerveau. Et un cerveau, au bout de 4 minutes sans oxygène, commence à se dégrader très rapidement. Donc il faut agir très vite et essayer de faire cette défibrillation le plus vite possible. Alors sachez quand même que les secours, quand vous les avez appelés, ils mettent un certain temps pour venir. Alors pour ce qui est des sapeurs-pompiers, nous avons des obligations, enfin nous nous sommes imposés des délais d'intervention. Aujourd'hui, c'est 10 minutes en ville et 20 minutes en secteur non urbain. Donc, que ça soit 10 minutes ou 20 minutes, il faut que vous commenciez à agir le plus tôt possible et à défibriller avant même que nous arrivions, si vous avez un appareil à disposition et à proximité. Si vous n'avez pas d'appareil à proximité, effectivement, nous essayerons de venir. Alors cette petite image, pour mettre quand même un peu une connotation humoristique, le DAE est sans danger. Si on ne le confond pas avec le téléphone, hein, bien sûr. Donc si on l'utilise en respectant les directives de l'appareil, il n'y a aucun danger. Alors sachez que ces appareils ont la faculté de parler, enfin tout au moins... il y a des séquences vocales qui vous expliquent ce qu'il doit être fait. Donc vous n'êtes pas obligé de chercher le mode d'emploi et de lire un mode d'emploi. L'appareil, une fois que vous le prenez, que vous l'ouvrez, va vous expliquer tout ce qu'il y a à faire.
Donc ça, ce sont les appareils que nous avons dans nos véhicules sanitaires des sapeurs-pompiers, que nous appelons des VSAV. Un appareil, c'est tout petit, c'est pas lourd. Alors ça, c'est ce que nous avons dans nos ambulances, mais c'est similaire à ce que vous trouverez derrière des petites armoires vitrées. Ce qui est intéressant dans les défibrillateurs grand public, c'est que les électrodes sont pré-branchées. Tout a été pensé, étudié pour que vous ayez un minimum de gestes à réaliser. Donc, vous ne cherchez pas à brancher. Normalement, tout est branché. Donc, vous prenez l'appareil, vous l'ouvrez et vous avez des électrodes. Et on voit sur la diapositive à quel endroit il faut positionner les électrodes. Alors, Sébastien, peut-être tu peux nous faire voir. C'est écrit. Normalement, il y a des pictogrammes sur les électrodes. Et l'appareil, je vous le rappelle, va vous expliquer où poser chacune des deux électrodes. Donc par exemple, celle-là doit être posée en haut à droite, sous la clavicule droite, donc à cet endroit-là. Et la deuxième doit être posée plutôt sur le côté gauche. L'idée à retenir, c'est que le courant électrique qui va être délivré entre les deux électrodes doit traverser le muscle cardiaque. Donc il faut bien mettre à droite d'un côté et à gauche de l'autre. Alors à droite plutôt en haut et à gauche plutôt plus bas, sachant que le cœur se trouve entre ces deux points. Est-ce qu'on peut le faire parler, l'appareil, ou pas? C'est difficile, ça semble difficile. Connecter les électrodes. Donc là, il ne dit pas plus, mais c'est juste un exemple, parce que là, ce n'est pas un appareil, ce n'est pas un défibrillateur grand public entièrement automatisé. Nous avons chez les sapeurs-pompiers des appareils semi-automatisés. Donc par exemple, la première phrase qu'il nous donne, c'est brancher les électrodes. Mais sur un appareil grand public, l'appareil ne va pas vous dire de brancher les électrodes, elles sont déjà branchées. Par contre, l'appareil va parler et va vous dire faites ci, faites ça, etc. Un petit peu comme la permanencière du SAMU par le téléphone a expliqué ce qu'il fallait faire. Ben là, l'appareil va faire un petit peu pareil. Alors là, c'est une vieille diapo que je présente aux sapeurs-pompiers depuis peut-être 20 ans. Donc j'aime bien Astérix, j'espère que vous aussi. C'est pour vous expliquer un petit peu la différence entre... dans les arrêts cardiaques, il y a deux types d'arrêts cardiaques. Il y a un arrêt cardiaque où toutes les cellules musculaires n'ont plus aucune action mécanique. Et donc ça serait l'image du bas, ça fait un tracé plat à l'électrocardiogramme. Et puis on va dire que toutes les cellules sont dans l'incapacité de se contracter. Après, donc là, c'est un premier type d'arrêt cardiaque. Il y en a un deuxième. Le cœur, il ne fonctionne pas, mais les cellules sont toujours en activité. Mais c'est une activité désordonnée qui est représentée par notre célèbre petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur. Mais c'est complètement désordonné. C'est-à-dire que chaque cellule prise individuellement, elle a bien envie de fonctionner, mais elle ne fonctionne pas à l'unisson avec sa voisine et toutes les autres qui sont à côté. Donc c'est complètement inefficace. En apparence, ça correspond à un tracé plat. Et c'est là, dans cette situation, que le défibrillateur automatique va avoir toute son importance et va délivrer un choc électrique. Je finis par l'image du haut. Ça, c'est quand le cœur va bien. Vous avez chaque petite cellule musculaire du cœur va fonctionner et va fonctionner à l'unisson sur un rythme cadencé. Donc voilà un petit peu pourquoi ces trois images. Et donc les appareils que vous allez décrocher et utiliser, une fois que vous aurez positionné les électrodes sur la victime, alors bien sûr il faut déshabiller la victime, il ne faut pas poser les électrodes sur des habits, ça ne sert à rien. Je précise parce que dans la panique, dans le stress, on peut faire des choses bizarres. Donc il faut bien que la poitrine soit dévêtue, que les électrodes soient bien positionnées sur la peau. Et à ce moment-là, l'appareil, il va vous dire, attendez, analyse en cours. C'est-à-dire que lui, derrière, on dirait qu'il ne fait rien, mais derrière, il analyse le tracé cardiaque et il va dire, si c'est un tracé où il y a quand même une activité de type fibrillation, il va vous dire choc recommandé et il va vous demander de vous reculer et il va choquer la victime. C'est-à-dire il va envoyer entre les deux électrodes un puissant courant électrique qui va permettre de remettre à l'unisson les cellules. Au lieu qu'elles travaillent de façon désorganisée, elles vont se remettre à travailler ensemble et à marcher ensemble, je dirais presque au pas, comme
comme nos braves légionnaires sur le petit dessin. Par contre, si on arrive un peu tard et que on est plutôt sur un tracé plat, l'appareil va vous dire le choc non conseillé. Et donc vous aurez à continuer à masser jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur le déroulé de ce que vous avez à faire. Mais ça me semble important quand même de comprendre un petit peu ça, même si sur les appareils, vous verrez, ne cherchez pas un tracé cardiaque apparaître sur ces appareils. Il n'y a aucun tracé cardiaque visualisé sur ces appareils. Si jamais vous n'êtes pas à proximité d'un défibrillateur automatique externe, vous appelez le SAMU ou les pompiers, vous pouvez faire le 15, donc c'est le SAMU, le 18 ou le 112, ça arrive chez nous, mais nous travaillons ensemble et nous avons comme objectif d'envoyer une équipe de secouristes avec des moyens médicalisés. Pour ce qui est des sapeurs-pompiers, nous avons environ 85, alors je ne dis pas ambulances, mais des véhicules sanitaires de sapeurs-pompiers qui sont équipés de DSA, donc 85 sur le département. Et en tout, nous avons 150 appareils à disposition, à peu près uniformément répartis sur le territoire. Donc vous pouvez faire appel aux sapeurs-pompiers via le SAMU ou directement. Vous aurez toujours, pas très loin de chez vous, un équipage secouriste avec ce type d'appareil qui pourra réaliser la défibrillation précoce. Mais précoce, nous, il nous faut 10, 20 minutes, parfois 30 minutes pour arriver jusqu'au lieu de l'incident, de l'accident. Et donc, je reviens aux fondamentaux. C'est pendant ce temps, il faut masser. Et c'est ce que la permanencière du SAMU faisait très très bien au téléphone. C'est encourager la personne à continuer à masser. Il ne faut jamais s'arrêter. Quand vous commencez à masser, vous ne faites plus de bouche à bouche parce que ça fait des interruptions dans le massage, ça ne sert à rien. Donc vous massez, vous ne vous arrêtez plus jusqu'à ce que les secours arrivent. Alors c'est très très long, hein. 10 minutes c'est long quand on attend. 20 minutes, c'est encore plus long. Donc, si vous pouvez, faites-le à deux, le massage. Parce que très rapidement, au bout de 3-4 minutes de massage, vous allez avoir mal aux genoux, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal au bras. Vous allez trouver le temps très long. Donc, si vous êtes seul, soyez persévérant. Si vous êtes deux, organisez des relais. Vous mettez chacun de part et d'autre de la victime, de la victime, et vous alternez. Je dirais toutes les 3-4 minutes, il faut alterner pour rester efficace jusqu'à l'arrivée des secours. Une chose que nous n'avons pas précisée, il faut positionner, souvent la victime ne se trouve pas en position de massage, donc n'hésitez pas à la mettre sur le dos, à l'allonger. Si elle est sur un lit, il vaut mieux la mettre par terre, il faut mieux masser sur un plan dur et au sol. C'est plus pratique que de faire ça sur un lit ou dans toute autre position. Donc, la victime au sol, et puis faites-le jusqu'à ce que nous arrivions, l'équipe du SAMU et les sapeurs-pompiers. Donc nous réalisons environ 800 interventions chaque année en Ille-et-Vilaine, et nous avons des taux de survie, de récupération sans séquelles qui sont faibles, de l'ordre de 2-3%, sous contrôle des autorités. Et je pense que c'est largement lié au fait que les premiers témoins ne font pas le massage. Et donc, s'il y avait quelque chose à retenir, si vous voulez sauver cette victime, sauver votre proche, il faut commencer à masser et ne jamais s'arrêter. Alors, pour savoir masser, je pense que c'est intéressant d'aller voir une association de secourisme parce que le geste est simple, mais quand on ne l'a jamais fait, c'est pas le jour J, à l'instant T, qu'on va faire ça comme il faut. Donc, je vous encourage à vous former à ces gestes-là, qui sont simples, mais qui doivent être appris avant l'événement. Et je crois que je terminerai là-dessus. Voilà.